Donc je voudrais vous parler aujourd'hui de la naïveté et pour ça, eh bien, je vais vous proposer un petit graphique. Donc si d'un côté on a la naïveté, de l'autre côté on va avoir, c'est difficile de trouver un mot, disons l'expérience, on va le résumer comme ça. Donc par naïveté, ce qu'on va entendre, c'est peut-être crédulité, candeur, une certaine ignorance, ingénuité aussi, d'une certaine façon, puérilité, innocence, enfin, ce genre de choses. Hein. À l'opposé, on va appeler ça l'expérience. Oui, personne expérimentée, peut-être cultivée, même si on va y revenir, ça n'a peut-être pas forcément de lien. Cotel, peut-être. Hein. Cotel, c'est peut-être qu'expérience, c'est plus proche de ce que je veux exprimer là. Hein. Cotel, on a un mélange de finesse et de, comment dire, d'intelligence, de ruse, plutôt, de ruse. Voilà, bon. Alors pour vous, mon point, c'est que la naïveté, qui est vue généralement comme une chose un petit peu négative, je pense qu'elle a des avantages et des inconvénients. Et qu'à l'opposé, hein, si on part du principe que ce sont deux extrêmes, et que là on cherche un juste milieu évidemment, l'expérience, on va appeler ça comme ça, a aussi ses avantages et ses inconvénients. Donc, naïveté, on peut noter quelques... Bon, on notera plus tard quelques synonymes. Éventuellement. Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sais plus. Innocence. Puérilité, en quelque sorte. Ignorance. Ingénuité. Candeur. Crédulité. De l'autre côté, on va cultiver, je ne sais pas si... cultiver, intelligente. Alors j'ai mis naïveté, expérience, et puis là je mets oui, innocence, ignorance. Ok, bon, intelligence, très bien, culture. Expérience, on l'a mis. Finesse. Ruse. Donc, pour expliquer en quoi la naïveté peut avoir des avantages, je voudrais revenir sur l'expérience. Le temps ne fait pas l'expérience. Hein. Le temps ne fait que des vieillards. L'expérience, c'est un mélange de temps accordé à une chose en particulier, hein, un exercice, une discipline en particulier qu'on répète et qu'on répète et qu'on répète. On gagne de l'expérience en répétant la chose, mais pas forcément seulement en répétant la chose. On gagne de l'expérience également eh bien, en apprenant des leçons de nos erreurs. Hein. C'est ça qui est important. À partir du moment où vous répétez le même geste tous les jours et que vous n'apprenez pas les erreurs que vous avez faites,
la chose qui peut vous permettre de vous améliorer, vous ne gagnez pas en expérience. Hein. Vous ne faites que répéter inlassablement, un petit peu stupidement, la même chose. Donc l'expérience, c'est cette combinaison d'exercice et d'apprentissage. Hein? Donc ça, c'est ce qui va vous permettre de gagner de l'expérience. Donc, vous allez me dire, mais alors pourquoi est-ce que tu cherches à être au juste milieu? Là, ça paraît être la chose idéale, ça, gagner en expérience. Hein? En étant plus cultivé, en devenant plus intelligent. Hein? L'intelligence, c'est une capacité cognitive, c'est la possibilité de créer des liens, le plus de liens possible entre les neurones du cerveau, et accéder à plus de zones de notre cerveau pour diversifier nos capacités cérébrales, et puis pouvoir peut-être réagir réagir un petit peu plus vite à des discussions, des problèmes intellectuels, mathématiques, enfin, quelle que soit la discipline. Et ça n'a rien à voir avec la culture. Hein. La culture, c'est du savoir pur. Tout ce qu'il faut pour être cultivé, c'est de la mémoire. Ce n'est pas forcément réfléchir à ce que vous apprenez, c'est apprendre des choses. Hein. Le mélange des deux est intéressant parce que si vous accumulez de la culture, et donc la culture, c'est de l'apprentissage de certaines façons de vivre, de certaines disciplines, la philosophie, la politique, l'économie, peu importe, et que vous combinez ça avec l'intelligence, là vous mélangez différents points de vue pour vous faire votre propre point de vue, et surtout en ayant de multiples points de vue, vous vous rendez compte que finalement il y a toujours plusieurs approches pour une chose, pour une simple et même chose. Il y a toujours différentes approches. Et il n'y en a pas. Elles sont toutes un petit peu fausses et vraies. Hein. Il faut démêler tout ça. Pour ça, il faut être intelligent et cultivé à la fois. Et avoir une certaine finesse, et avoir de l'éducation qui est liée à la culture, avoir un petit peu de ruse, tout ça, vous voyez, ça fait en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler de la sagesse. Hein? Voilà. Donc vous allez me dire, c'est merveilleux tout ça, c'est tout ce qu'on a envie d'être, hein? C'est tout ce qu'on a envie de poursuivre. Généralement, au cours de votre vie, vous avez tendance, si vous vous débrouillez bien, à arriver par là. Hein. Et alors la naïveté, de l'autre côté, comment on peut interpréter ça? Généralement, c'est vu de façon plutôt négative, parce que la personne qui est naïve, c'est une personne qui est inexpérimentée, d'ailleurs on peut le marquer, décidément je continue à trouver des mots. Oubliez le C, inexpérience. Personne naïve, c'est une personne qui est inexpérimentée, qui est un petit peu innocente. Donc finalement, ce qu'on interprète comme étant la naïveté, alors il y a différents points de vue, hein, il y a des points de vue beaucoup plus, oserais-je dire, romantiques de la chose, hein, et on va en trouver notamment dans les contes de Douville, mais de façon générale, la naïveté est vécue comme un manque d'expérience, peut-être même un manque de capacité d'analyse d'une situation, donc un mélange d'intelligence, de ruse, d'éducation. Enfin, la naïveté, généralement, est perçue comme le manque de tout ça. Mais il y a une chose, je pense, qui est importante à noter, c'est que j'ai une théorie selon laquelle un nouveau-né, alors je parle d'un être humain, a certaines capacités que généralement, alors ça va dépendre de votre culture, mais généralement dans ce monde très américanisé, très capitaliste, ces cultures qui vous empoisonnent un petit peu et en même temps qui vous permettent d'accéder à ça. Hein. Il y a toujours un mélange de tout, hein, avec cette culture-là. Un enfant, un nouveau-né, a une sorte de super pouvoir en lui. Hein. Un super pouvoir qui est celui de l'instinct. Et on va le noter, ce mot, qui est important. Je ne sais même plus où le noter. On va le noter en haut, tiens.
L'instinct, c'est pas seulement l'enchaînement aux lois de la nature. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus que ça. C'est très réducteur de dire ça. L'instinct, c'est aussi... regardez par exemple, j'ai du mal à vous... C'est une chose qui est très difficile à expliquer. Regardez par exemple la position, les positions que choisissent un nouveau-né. La façon dont il se lève lorsqu'il est accroupi, la façon dont il bouge ses jambes lorsqu'il est allongé. Hein, il ramène ses pieds à la tête. Ce genre de choses, ce sont des positions qu'on va réapprendre étant adulte, lorsqu'on a des problèmes de dos, lorsqu'on a des problèmes d'épaule, de cervicales, lorsqu'on a des problèmes articulaires, de genoux, etc. Ce sont des positions qu'on va réapprendre à faire tous les jours pour se soigner. Hein. Mais le bébé, lui, ces positions, il les fait sans même y penser. Hein. Instinctivement, il a une attitude et une relation avec son corps, j'ai envie de dire, qui est presque parfaite. Mais plus tard, on va lui dire non, te lève pas comme ça, lève-toi plutôt comme ça. Ou alors, peut-être que cet enfant va copier un copain qui a plus de succès social que lui et va commencer à se lever autrement, à prendre ses jambes autrement. Peut-être aussi qu'on va lui dire ce sont les enfants qui font ça, comporte-toi plutôt comme un adulte. Et finalement, toutes ces petites choses qui sont innées en lui vont se perdre au profit de la culture. Hein? La culture, c'est ce qu'il va apprendre, mais aussi ce qu'il va désapprendre. Hein? Mais dans cette naïveté, il y a une sorte de pureté, je ne l'ai pas noté d'ailleurs, encore un mot. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un point là. Bref, je vais trop vite. Il y a une sorte de pureté dans cette naïveté que confère, on va appeler ça grossièrement l'instinct, mais c'est une sorte de comportement évident. L'instinct, il va beaucoup plus loin que dans les positions du corps. L'instinct, c'est aussi des capacités sensorielles, cérébrales, de compréhension des choses, de compréhension de choses infimes dans la gestuelle d'un visage. Regardez à quel point un bébé, un nourrisson vous observe vos moindres faits et gestes, les analyse et les comprend instinctivement. Et c'est pour ça que je pense que je trouve ça toujours ridicule quand les adultes, face à des nouveau-nés, vont faire des grimaces, ou forcer des sourires, ou dire prononcer des bruits qui n'ont aucun sens, pour exagérer finalement exagérer leurs humeurs et essayer de faire rire l'enfant à tout prix. À tout prix, essayer de faire rire l'enfant. Je crois qu'on commence déjà à détruire quelque chose de précieux là, quand on a ce genre de comportement. Et je dis bien quelque chose de précieux. C'est important de considérer un nouveau-né comme une créature presque divine. Il y a quelque chose d'infini, comme je le disais, dans sa capacité à sentir les choses, à percevoir, oui, encore une fois, c'est sensoriel, avec sa vue, son ouïe, son odorat, le toucher. Il y a des choses qu'un bébé perçoit qu'on ne perçoit plus tard, malgré le fait qu'on ait gagné de l'expérience. Hein. Finalement, quand je dis qu'on gagne de l'expérience, finalement, on se spécialise en quelque sorte. On gagne une certaine expérience. Mais on en perd une autre. Parce que ça aussi, c'est de l'expérience. Enfin, non, c'est pas de l'expérience. Oui, si, c'est de l'expérience. Ah, est-ce qu'on peut dire que c'est de l'expérience? C'est une expérience. On va essayer de définir l'instinct finalement. J'ai du mal avec l'essai aujourd'hui. C'est une expérience innée. Hein?
Et donc, cet instinct, on le perd au profit d'une autre expérience. Et c'est en ça que la naïveté et tout ce que ça peut regrouper, je pense que c'est une chose, on doit en garder une partie. Hein. Il y a certaines personnes qui parlent beaucoup de la part d'enfant qui est en eux, qu'ils essayent de préserver durant leur âge adulte. Et je pense que c'est ça dont on parle finalement. Hein. Ça, c'est la part d'enfant j'écris n'importe comment, et je postillonne aussi. Qui est en nous et qu'il sera toujours finalement. Hein. On ne le perd pas seulement, on l'enterre. On l'enterre, on l'oublie. Et finalement, j'ai l'impression que plus on gagne en expérience, parce que cette expérience-là, finalement, c'est l'acquisition d'une culture, ou de plusieurs cultures, hein, qui vont, en quelque sorte, calibrer votre cerveau dans un mode de pensée particulier. Évidemment, plus vous avez accès à une multitude de cultures, ce qui est de plus en plus difficile au fur et à mesure que le monde progresse, puisque nous avons de moins en moins, nous, êtres humains, de moins en moins de diversité culturelle, de moins en moins de points de vue. Enfin, si vous lisez un petit peu Lévi-Strauss, par exemple, Claude Lévi-Strauss, vous allez vite vous rendre compte qu'on a perdu énormément de diversité culturelle. Hein. Disons ces 200 dernières années particulièrement, hein, mais aussi ces 500 dernières années. On a perdu énormément de cette diversité culturelle. La diversité culturelle, c'est une richesse. La diversité culturelle, c'est une richesse. Et cette richesse qui nous permet eh bien d'aller chercher un petit peu partout des connexions neuronales, parce qu'on apprend à voir les choses différemment, à avoir beaucoup de points de vue sur un même sujet, eh bien, on est en train de la perdre, et donc en acquérant une certaine culture, même si vous lisez d'anciens livres, etc., et que vous arrivez à accéder à une certaine diversité culturelle, plus vous accumulez des points de vue qui ne font pas partie de l'instinct, hein, et plus vous enterrez cet instinct. Hein. Il y avait Paulo Coelho qui parlait du langage universel. Le langage universel, selon Paulo Coelho, c'est fantastique. Et c'est une personne qui parle en sachant très bien de quoi elle parle, parce que Paulo Coelho, il a beaucoup voyagé, énormément. Maintenant, il vit dans les Pyrénées, si je ne m'abuse, et donc il est plus sédentaire, mais il a beaucoup voyagé, il a beaucoup rencontré de personnes, et il parle de langage universel. Pardonnez-moi une seconde. Pardonnez-moi cette interruption. Donc, Paulo Coelho parle... je vais boire un peu de thé d'ailleurs. Parle de langage universel. Ce langage universel, ça parle de soi. C'est cette capacité, lorsque vous débarquez dans un pays qui parle une langue qui vous est complètement étrangère, cette capacité, sans parler cette langue et sans que la personne qui est en face de vous parle votre langue natale ou une langue que vous parlez, enfin vous êtes en incapacité de parler une langue humaine, quelle qu'elle soit, avec la personne qui est en face de vous. Et cette incapacité vous oblige
à parler un langage universel. C'est un langage qui est un mélange de faciès du visage, un mélange de gestes, un mélange une certaine communication à travers les émotions, la gestuelle, le faciès du visage, et qui va vous permettre de transmettre évidemment des choses relativement simples, mais il n'empêche de transmettre des pensées ou des concepts, parce que c'est ce que sont les mots, les mots ce sont des concepts, donc c'est un code en quelque sorte, un code que nous avons inventé pour donner vie à une idée en quelque sorte qui est dans votre tête, ça sort l'idée de votre tête en l'encodant un petit peu. Et c'est pour ça que c'est toute l'importance de savoir parler correctement une langue, parce que plus vous apprenez de mots différents et de combinaisons entre ces mots, plus vous apprenez à construire des phrases de façon précise, et plus vous pouvez communiquer une idée, quelque chose qui est dans votre tête de façon précise. Et donc c'est cette capacité qui est très intéressante, et c'est pour ça qu'il est important de préserver la complexité d'un langage. D'ailleurs, chose qui se perd énormément à l'heure actuelle également. Bref. Donc ce langage universel, tout le monde l'a. On l'a sans y réfléchir et il revient lorsqu'on n'a plus le choix, lorsqu'on est en incapacité de parler un langage codé, donc un de ces langages humains avec une autre personne. Et c'est la même chose avec un animal. Les animaux, ça, ce qu'ont les enfants, les nouveau-nés, les animaux l'ont. Et eux, ils ne le perdent pas, ils l'ont toute leur vie. Enfin, sauf certains animaux qui sont très domestiqués, je pense notamment aux chiens, parce que les chats, par exemple, c'est différent, on ne va jamais complètement pouvoir les domestiquer, ils gardent leur intégrité. Les chiens, c'est vraiment un animal qui a été très manipulé par l'homme, je dirais presque aliénisé, malheureusement, par l'homme. Et qui est tellement loin de son ancêtre le loup, pour sa race en tout cas, on arrive à lui faire perdre une grande partie de son instinct. C'est jamais une perte totale, comme c'est le cas pour l'homme d'ailleurs. Comme je le disais, on ne la perd pas, on l'enterre quelque part. Elle est encore quelque part en nous, cette capacité. Donc ça, je pense que, vous voyez, là où je veux en venir avec ce juste milieu là, je pense que il faut savoir non pas trouver un juste milieu entre les deux, mais essayer de faire un mélange de tout ça. Un mélange qui nous paraît intelligent. Essayer à tout prix de garder notre naïveté tout en acquérissant de l'expérience. Voilà, c'est le mot que je voulais vous communiquer aujourd'hui. J'espère avoir été clair, j'essaye de ne rien oublier, il y a tellement de subtilité dans cette idée, dans ce concept, que j'ai peur de passer à côté de quelque chose. Mais voilà l'idée. Ce que j'en retiendrai également, c'est que la naïveté, appelons ça comme ça, que vous avez eu en tant qu'enfant et qui est encore en vous quelque part, c'est aussi une façon intime, une vision intime du monde. C'est une façon qui vous est propre de voir les choses, ressentir les choses, peut-être manger, bouger, respirer. C'est une chose qui fait partie de votre personnalité et une sensibilité qui vous appartient. Ne pas laisser cette partie de vous se faire dévorer par des traumatismes quelconques ou des influences, disons, particulièrement sociales, c'est-à-dire je vais plutôt me comporter comme ça parce que ça fait mieux vis-à-vis des autres. Ce genre de choses, ça vous éloigne de qui vous êtes.
Et rappelez-vous une bonne chose, si vous voulez côtoyer des personnes qui vous ressemblent, eh bien, il faut leur montrer qui vous êtes. Hein, c'est pas en revêtant un masque que vous allez faire la rencontre de personnes avec qui vous allez bien vous entendre. Enfin, si, potentiellement, vous pouvez faire la rencontre de personnes avec qui vous allez bien vous entendre, mais ce ne sont pas forcément des personnes qui vous vont correspondre. Hein, ce sont des personnes qui vont correspondre au déguisement que vous revêtez. Sur ce, mes amis, eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure.